Nous avons la joie d'avoir parmi nous le Rav Eliou Uzan, bien connu du public francophone pour toutes ses conférences, en particulier dans le cadre de Torah Box. Et ce soir, il va nous parler de son Rav, le Rav Chaim Yaakov Rothenberg, le Rouf comme on l'appelait, qui était le Rav de la communauté orthodoxe de la rue Pavée, et qui pendant près de 3 décennies va faire la révolution à Paris. Alors, nous allons parler avec le Rav Uzan, qui va nous parler donc de son Rav. Bonsoir Rav Uzan. Bonsoir mon cher Rav Daniel Samama. Alors dites-moi, comment se fait déjà le premier contact? Comment vous avez connu le Rav Rothenberg? Alors je voudrais te faire un petit préambule, disons une précaution oratoire. Je t'ai accordé cette interview avec beaucoup de frayeur. Parce que je sais que à la fin, je serai rempli de regrets en disant « Ah, j'ai oublié de parler de ça, j'ai oublié de parler de ça, j'ai oublié de ça ». Parce que tu vas vouloir me demander de résumer en un quart d'heure 20 ans d'intimité avec le Rav Rothenberg. C'est 20 ans qu'il me faudrait pour raconter chaque instant que j'ai vécu avec le Rav. Et donc je sais d'avance que je terminerai frustré en disant « J'ai oublié, ah j'ai oublié, ah j'ai oublié, et j'ai oublié ». Alors avant tout, je veux te dire une chose. Tu sais, chez les Hasidim, souvent les Hasidim parlent entre eux et chacun dit « Mon rabbi, il était plus grand que le tien. Mon rabbi, il fait tel et tel miracle. Mais le mien, il fait tel et tel miracle. » Alors, je ne vais pas te dire que le Rav Rothenberg, mon rabbi, était le plus grand des plus grands. Qui suis-je? Mais une chose, je tiens à te dire, et je veux que tout le monde le sache, et c'est un cas unique, c'est que le Rav Rothenberg, il était grand dans tous les domaines. Il n'y avait rien de médiocre chez lui. Dans tous les domaines, il était grand. Dans sa connaissance de la Torah, un géant était grand. Une fois, quand je regardais avec un air vraiment enthousiasmé sa bibliothèque, il m'a dit « Eliaou, j'ai tout lu. » Dans sa capacité de donner des décisions de halakha, il était grand. Dans sa profondeur, il était grand. Ne serait-ce que de parler de la profondeur du Rav, il avait des postures de profondeur. Quand il était plongé dans un texte, il plongeait complètement la tête dans le texte, avec son front sur sa poignée, etc. Et rien ne pouvait le déranger. Il avait d'autres postures selon les cas, où il marchait, je ne sais pas si tu as connu la synagogue de la rue Pavée, la grande galerie, va, viens, va, viens, va, viens, va, viens. Et rien ne pouvait le troubler. Et il avait aussi, ce qui était peut-être le plus effrayant, c'est que des fois il regardait fixement. Et le pauvre, celui qui se trouvait en face de lui, se disait mais pourquoi il me regarde comme ça? Moi je me souviens encore quand à l'âge de 16 ans je suis arrivé, alors un jour il m'a regardé comme ça, fixement. J'étais terrorisé. Au bout d'un moment je me suis levé, je me suis dit mais pourquoi le Rav me fixe-t-il avec autant d'intensité? J'ai rêvé, il m'a dit mais je te regardais pas. Vraiment. Il avait son regard, ce beau regard, ce regard bleu, qui visait l'infini. Et celui qui était en face croyait qu'il le regardait. Donc voilà, il était grand dans sa capacité de concentration. Il était grand partout, il était grand, c'est un très grand pédagogue. Bon, Rav Uzan, on va revenir sur tous ces détails, mais déjà on aimerait connaître comment vous-même vous arrivez à avoir ce premier contact avec le Rav Rothenberg. Qui vous amène là-bas? Alors c'est extraordinaire, extraordinaire. J'étais moi au lycée Turgot. Je ne sais pas si vous avez connu, rue Turbigo, lycée Turgot. Voilà, donc mai 68, tout ça et tout, c'est fantastique. Bon, je ne vais pas vous parler de moi, c'était rigolo. J'avais monté une troupe de théâtrale, on avait joué une pièce de théâtre, Octobre à Angoulême, bon, extraordinaire. Et donc en 72, donc quand j'étais en seconde, je me suis dit, ça y est, je veux aller dans une école juive. Et il y avait à l'époque le guide des étudiants juifs. Tu as connu ça, non? Oui. Bon, j'ai feuilleté. Voilà, j'ai feuilleté. Il présentait toutes les écoles. Et je suis tombé sur l'école Yavne. Donc je suis allé à l'école Yavne. Et Baruch Hashem, j'ai réussi l'examen de Chol, mais j'ai raté l'examen de Kodesh. Alors ils m'ont dit, ils étaient très gentils.
Ils m'ont dit, écoutez, vous n'avez pas le niveau de Kodesh pour entrer en seconde, regardez, c'est pas possible. Allez à la rue Pavée, il y a là-bas l'école Moria. Et là-bas, ils acceptent tout le monde. Ils acceptent tout le monde. Et c'est comme ça que je suis allé à l'école Moria. Bon, j'ai été reçu par le Rav Shimon Blo, tout. Bon, c'est une très belle histoire en soi. Et c'était en face de la rue Pavée, en face de la synagogue. Et donc, toute l'année scolaire a commencé. Pas toute l'année scolaire, donc en septembre a commencé. Il y a eu les fêtes juives. Et un jour, un étudiant je ne vais pas dire de nom parce que je ne voudrais pas dire de nom dans cette interview. Un étudiant m'a dit, mais tu sais, viens ici, nous avons un grand rave. Il donne des cours. Ah bon, oui, bon. J'ai hésité. Et en fin de compte, un Shabbat après-midi, en début de l'hiver, j'ai fini par arriver. Un Shabbat après-midi. Et il y avait plusieurs jeunes de tout âge. Des intellectuels, incroyables, un ramassis de toute catégorie sociale. Et on a attendu, et vers peut-être vers 16 heures, le Rav Rothenberg est apparu. Waouh! Il avait une nouvelle robe de chambre, jaune, toute neuve. Il avait dû la recevoir pour les fêtes de Sukkot et tout. Cette belle barbe blanche, un ange. Il rentre, tout le monde se lève. Un ange, je n'oublierai jamais cette première découverte d'un ange, un patriarche. Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu. Dès le début, vous avez été impressionné. Qui n'a pas été impressionné? Qui dans le monde n'a pas été impressionné? Ce regard, ces gestes, cette noblesse. Le roi, Sa Majesté le roi. C'est incroyable. Incroyable, ce qui fait que n'importe... Moi, j'étais petit jeune, presque un petit voyou, entre guillemets, et tout. J'en ai connu des durs et des... Mais là, Et le cours lui-même vous intéressait? Et le Rav, donc, il enseignait parfaitement l'Ech Lecha, Avraham Avinu, la découverte d'Avraham Avinu, qui découvre Hachem, et qui se dit, mais c'est quoi ce monde merveilleux? C'est quoi ce monde merveilleux? Il n'y a pas un guide, il n'y a pas un créateur. Et il cherche, et il interroge, et il croit que c'est le soleil, il croit que c'est la lune, il croit que c'est ça, jusqu'au moment où Hachem lui apparaît, il dit, c'est moi. C'est moi. Mais avec tel, c'était pas un grand orateur, comme on pourrait dire, hein, mais c'est un grand pédagogue qui savait expliquer les choses en profondeur. Et après, on a fait de la halakha. Parce que tout de suite, il voulait rentrer ses élèves dans le monde de la halakha. On a étudié les lois, comment on fait des nœuds. Ah bon? Eh bien, il y a une manière de faire des nœuds interdites et une manière permise. Le Shabbat. Pour le Shabbat. Une rosette, et un double nœud, et un nœud marin. Il connaissait toutes les sortes de nœuds. Et comment il décrivait, comment les marins attachent leur bateau, comment ceci. Tout le monde était là. Et les élèves demandaient, mais si après le double nœud, il fait une rosette, c'est permis ou c'est pas permis? Et leur dit, attends, mais qu'est-ce que tu veux dire? Comment? On rentrait dans ce... jusqu'au bout. Bon. Et vous êtes sorti de ce contact... Merveilleux. Merveilleux. Mais l'après-midi, il ne faisait pas. Après, donc, il y a Mincha, après, il y a Souda Shlichit. J'ai découvert la Souda Shlichit Ashkenaz, avec du hareng cru et des œufs durs. Cette petite salle en bas qui sentait le hareng, les œufs durs. Et les vieux Ashkenazim, les rescapés de la Shoah. Un autre monde. Un autre monde qui maintenant n'existe plus parce qu'ils sont morts, tous ces gens-là, mais il y avait Pshlitz, regardez, comment? Vous n'avez pas trouvé ça un peu étranger à vous? Bien sûr, complètement étranger, mais heureusement, nous, très vite, on est devenus copains, toute la bande-là. On se moquait d'eux, ils parlaient yiddish et tout, on se moquait d'eux, et ça, on rigolait, puis le hareng. Et le Rav nous forçait à dire que le hareng c'était bon. Et il nous disait, dis-moi, où ça te goûte mieux? Où ça te goûte mieux? On dirait que c'est une traduction du yiddish. Où ça te goûte mieux?
chez ta mère ou ici? Alors malheur à celui qui disait chez ma mère. Ici. Mais c'est extraordinaire. Mais dites-moi, en fait, il vient à une époque où, comme vous le dites, il y avait la alia des Juifs sfarades qui venaient d'Afrique du Nord et qui venaient sans vraiment structure à Paris. Et d'un autre côté, il y avait toutes les révolutions, vous avez parlé de mai 68. Donc en fait, il vient à une époque où il y a beaucoup de mouvements et on commence à redéfinir un peu toutes les conceptions. Et donc il vient au bon moment, à la bonne époque. Au bon moment, après mai 68, après cette révolution. D'ailleurs, une fois, il est allé à la Sorbonne pour écouter Cohn-Bendit. Comme ça, on appelait le Cohn-Bendit là. Ouais. Il a écouté, il a vu, il a écouté là. Et en sortant, il a dit, ils sont dans la poubelle. Ils veulent sortir de la poubelle, mais ils ne font que tourner en rond à l'intérieur de la poubelle. Ça a été son analyse du mouvement étudiant de mai 68. Ils veulent sortir de la poubelle, mais ils ne font que tourner en rond à l'intérieur de la poubelle. Et vraiment. Dites-moi maintenant, le Rav Rothenberg, il venait en fait d'Anvers. Son père était le Rav d'Anvers. Oui. Lui-même, ce que j'ai pu comprendre, qu'il avait perdu même sa famille pendant la Shoah. Oui. Mais comment il nous vient d'Anvers à Paris? Qui l'amène à Paris? Oui. Donc tu as dit que son père était le Rav d'Anvers et lui aussi après la guerre. Il était le Rav d'Anvers. Alors donc, en fait, il s'est remarié avec la Rebbensen. Voilà, après avoir perdu, je ne sais pas combien d'enfants il a perdu, mais c'est incroyable quand même. Incroyable comment un homme comme ça a pu refaire sa vie. Comme les grands hommes, comme le Rabbi de Poniovitch, comme tous ces grands rabbinim qui ont tout perdu, comme le Klosenbourg. Tous ces gens qui ont tout perdu. Il parlait de son expérience Jamais. Jamais. On voyait un peu de peine dans ses yeux, dans son regard. C'est un homme joyeux. Un homme joyeux, plein d'humour. Voilà, tiens, tu m'as donné. Si on avait terminé cette interview, j'aurais dit ah mince, j'ai pas parlé de l'humour du Rav. Ne vous inquiétez pas, c'est une de mes questions. Oh là là, l'humour du Rav. Une fois, je lui ai demandé, mais Rav, vous parlez tellement de l'humour. L'humour, c'est si important. Il m'a dit, l'humour, c'est vital. C'est vital. Il avait un humour. Par exemple? Par exemple, quelque chose vous revient? Comment? Plein d'histoires. Une fois, je lui ai dit, Rav, Mazel Tov, ma femme a acheté un four à chaleur tournante. Ça veut dire quoi, chaleur tournante? Eh bien, elle met 2 plateaux de chalotes, un en haut et un en bas, et c'est à chaleur tournante, la chaleur elle tourne. Mais au milieu de la cuisson, il faut ouvrir le four et intervertir les plateaux. Celui d'en haut, il faut le mettre en bas, celui de bas. Il a éclaté de rire. Il m'a dit, mais tu me rappelles, celui qui est parti, parce qu'il avait des punaises sur son matelas, il a demandé une poudre pour tuer les punaises. Alors il a acheté une poudre, et le lendemain, il revient, il dit, mais il y a toujours autant de punaises. Il dit, mais vous faites comment? Il dit, j'ai saupoudré tout mon matelas avec la poudre. Non monsieur, c'est pas comme ça. Il faut attraper chaque punaise, la chatouiller sous la gorge, et quand elle ouvre sa bouche, il faut lui mettre un peu de poudre dedans, et c'est comme ça qu'elle meurt. Ouais, c'est très dramatique. Il me dit ton histoire, la chaleur tournante, mais il faut quand même intervertir le plateau. Extraordinaire. Pareil, le Rav, il allait souvent visiter le mikvé. Alors une fois, il y avait des travaux. À faire les travaux, la responsable du mikvé voulait mettre des grands carrelages. Parce qu'elle disait que les joints se salissent facilement, on peut pas Alors il faut mettre des grands carrelages, comme ça on diminue les joints. Et le Rav voulait non mettre des petits carrelages. Des petits carrelages. Et il dit, mais... Et elle insistait. À la fin, il dit, mais madame, c'est comme si vous vouliez rentrer un éléphant dans une salle de bain. Il a obtenu de rentrer dans une salle de bain, on rentre des petits carrelages. Alors, acheter des produits pour nettoyer les joints. C'est extraordinaire. Il utilisait souvent l'humour. L'humour. Pour faire passer son message. L'humour. Oh là là, quand même. Revenons un peu avec d'Anvers. Il avait un rôle sans doute là-bas, à Vedin, un peu sec et tout. Oui. Et comment on l'amène à Paris? Qui l'amène à Paris en fait? Voilà. Alors il faut savoir qu'à Paris, il y avait le Rav Rubinstein, à la rue Pavée. Oui. C'est le Rav Rubinstein, et au décès du Rav Rubinstein, il fallait trouver un Rav qui le remplace. Alors une délégation de gens de Paris sont allés
lui proposer de devenir le Rav d'Anvers. Il connaissait le français sans doute. Il parlait très bien le français, alors incroyable. Alors il parlait très très bien le français, avait un français raffiné. D'ailleurs, qui ne se souvient pas de ces cours où il cherchait le mot juste et tout le monde donnait le mot juste, non, non. Et il y avait là-bas les grands intellectuels qui proposaient tel mot, non, 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 jusqu'à ce qu'il y ait le mot juste. Il avait un dictionnaire d'ailleurs, il apprenait une précision. Et la première question qu'il a posée à ces gens-là, qui m'ont raconté, c'est que, est-ce qu'il y a de la jeunesse? Est-ce qu'il y a de la jeunesse? Avant de venir à Paris, Voilà. c'était une condition. La jeunesse. Mais Est-ce qu'il y a de la jeunesse? Mais dites-moi, il était conscient de quelle jeunesse il s'agissait en France? Une jeunesse sfarade, une jeunesse éloignée de toute valeur? Ça n'a rien à voir Anvers avec, Voilà. avec Paris. Est-ce qu'il était conscient? La force du Rav Rothenberg, c'est qu'il a rapproché les Sfaradim. Et il m'a dit... Il les connaissait? Non, justement. Il savait que cette jeunesse juive, disons, à part le paramètre sfarad ashkénaze, c'était quand même une jeunesse qui était un peu perdue et attirée par toutes sortes d'attraits Tout à de fait, l'Occident, de révolution. C'était extraordinaire. Oui. Une fois, il a dit à un élève très très proche de lui, quand tu es venu chez moi, tu étais une bête sauvage. J'ai fait de toi un homme. C'est un éducateur, un formateur, et il avait peur de rien. Donnez-lui une bête sauvage en face de lui, je ferai de toi un homme. En fait, chaque fois qu'il regardait un juif, quel qu'il soit, il se disait, je ferai de toi un homme. Un formateur. Il n'avait pas un seul modèle. Il formait chacun selon sa racine intime. Sa tendance. Je vois bien, nous, parmi tous nos élèves, on était certains, il les a formés dans le psak halakha, d'autres, il les a formés dans ceci. Moi, il m'a formé dans l'enseignement. Il a essayé. À un moment, il a essayé de m'envoyer comme mashgiach dans les restaurants, dans les usines. J'étais faire de l'ashgacha de l'huile, du sucre, dans les hôtels. C'est pas pour moi, ça. Jusqu'au moment où il a laissé tomber et il m'a mis dans l'éducation. Mais tel autre, il l'a mis dans le psak, tel autre, il l'a mis dans le... C'était incroyable. Dites-moi, le Rav Rothenberg, quand il vient à Paris, en fait, sa première préoccupation, ça va être la cacheroute, ça va être le lait chamour, ce qu'on appelle. Exactement. Je crois que la première chose qu'il a fait, exact. Je crois que la première chose qu'il a fait, c'est de faire le lait chamour. Et il allait lui-même. Il allait lui-même à la traite, vérifier, surveiller la traite. D'ailleurs, quand une fois, il m'a aussi envoyé moi à la traite, alors le chef de la ferme là-bas m'a dit, qu'est-ce qui devient le vieux rabbin qui venait il y a 20 ans? Vous vous souvenez de lui? Mais c'était un événement. Il venait, il assistait à la traite et tout, il n'avait pas oublié. Mais pourquoi il avait cette préoccupation de s'occuper de la cacheroute avant tout? Le Rav Rothenberg, c'est un grand organisateur, un très grand organisateur. Et il savait qu'une communauté doit avoir. Il voyait loin? Très, très loin. Donc la cacheroute, bien sûr. Donc pour le lait, ça a été facile, disons, en quelque sorte. Après, quand il a décidé de faire une viande, je dis non. Ça, c'était la guerre. Très, très grande guerre. Moi, j'ai connu une fois l'avocat qui s'occupait de ça. On est allé, il m'a raconté pendant des heures les combats, les courriers qu'il avait avec... D'ailleurs, c'était extraordinaire. Laura m'a raconté ça aussi. À un moment, donc, on l'a dénoncé, qu'il utilisait le titre de grand rabbin, alors qu'il n'est pas grand rabbin. Parce qu'il marquait grand rabbin Rothenberg. Et donc, il a été convoqué. La justice, le titre de grand rabbin en France, c'est le consistoire, qui donne ça, le titre de grand rabbin. De quel roi qu'un étranger. Et le Rav m'a dit incroyable. Parce que le Rav, il a reçu beaucoup de smirot, tu sais, des diplômes rabbiniques. Oui. Des diplômes rabbiniques de tous les plus grands rabbinim du monde. Et il avait pensé à faire traduire ces smirot. Et heureusement, un des traducteurs, assermenté, a traduit le mot Rav par grand rabbin. Incroyable. Et ça, voilà, grand rabbin. Grand rabbin.
Le Rav me dit, tu peux pas savoir, c'est un S. Parce qu'aucun d'entre nous, il a dit rabbin ou je sais pas quoi, ou dit rien. Un a dit, et que tel smicha qu'il a reçu, et je l'autorise à être un grand rabbin. C'était le choc, l'étonnement. Extraordinaire. Et le mikvé aussi. Voilà, le mikvé, il a ramassé sou par sou pour le mikvé. Il y a dans la maison du Rav le carnet où il marquait sou par sou. Celui qui donnait 5 francs par mois, sou, tout est marqué. Il écrivait tout de sa main. Tout est marqué. Le jour où ils voudront vendre ces cahiers, des fortunes, c'est ça. Sou par sou. Ça. Et vers la fin, il manquait une certaine somme. Alors un homme est venu avec une grosse somme et il a dit qu'il n'avait pas d'enfant. Le Rav lui a promis qu'il aurait un garçon et qu'il sera le sandak. Et il a eu un garçon, malgré les années. Incroyable. Il a été le sandak, etc. C'est ravisant. Vous avez parlé des premiers élèves. Vous avez eu le mérite d'être parmi ces élèves. Mais comment ces élèves sont venus? Bon, vous, il y avait un cours de circonstances. Mais comment il s'est fait connaître à Paris? Il a quand même quelque chose de orthodoxe, et, comme vous dites, ashkénaze, quand même, qui n'était pas du tout quelque chose de commun. C'est ça. Comment ces élèves viennent? De bouche à oreille, ça se faisait? Des étudiants? Comment viennent ces... Incroyable. Le Rav m'a donné la réponse. Il m'a dit, Eliaou, tous ceux qui arrivent chez moi ont un sroutavot. C'est-à-dire que le Rav, il accordait ça au mérite des grands-pères. Et il m'a dit, ceux qui n'ont pas de sroutavot vont ailleurs. Il y a plusieurs endroits. Ceux qui sont chez moi, effectivement, arrivez comme ça. Arrivez. Poussez la porte. Il n'y avait pas d'intermédiaire à quelqu'un qui était lui-même dans un milieu étudiantin Rien du tout. Les gens, poussez la porte et arrivez. Poussez la porte et arrivez. Une chose qu'on avait remarqué, c'est que souvent en Elul, avant les fêtes, cette période de sirote merveilleuse, il y avait une apparition de nouveaux élèves. Incroyable. Jusqu'au moment où après chacun amenait un copain, etc. Mais les premiers temps, je parle vraiment des 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, j'étais le 5e élève, c'est pas. 5e, après moi, il y a 2, 3 qui sont arrivés de l'Orte. En fait, vous allez devenir complètement élève à plein temps à la yeshiva. C'est-à-dire, quand je suis arrivé, j'étais encore en seconde. Oui. Donc, pendant que je faisais ma seconde, première terminale, en face à l'école Moria, je venais tous les matins, faire la prière. Et le Shabbat. Voilà. Et après la prière, c'était quelque chose d'extraordinaire d'ailleurs. C'était une révolution parce que le Rav donnait un cours avant la prière. Très tôt. Très tôt. Pourquoi? Parce que les gens après allaient travailler. Et un jour, moi je n'ai pas connu cette période, j'ai connu déjà après. Un jour, mais un vieux Ashkenaz m'a dit, un jour le Rav a dit, messieurs, à partir de maintenant, le cours aura lieu après la prière. Ah, scandale! Et il s'est retrouvé seul. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit tout le temps où il y a le cours avant la prière, ça pourra pas. Ça pourra pas prendre. Ça pourra pas. Ah, parce que les gens s'en vont. Lui, il voulait des gens qui restent. Voilà. Maintenant, à partir de maintenant, le cours aura lieu après la prière. Et il organisait un petit déjeuner. Je me souviens encore, un petit déjeuner avec du fromage blanc. C'était bon. Et le Rav lui-même mangeait le petit déjeuner avec nous. Et c'est même sa manière de manger, royal. Je me rappelle comment il mettait ça. Il coupait un bout de pain, il mettait une cuillère de fromage blanc, il tournait sa main comme ça, et il rentrait sa gorge. On dirait qu'il mange la manne et tout. Tout était beau chez lui, tout était merveilleux. On pouvait venir rien que pour le voir manger. Dans tout, il nous apprenait tout. Il nous apprenait même comment on mange la soupe. Il dit attention, quand on mange la soupe, et on prend la cuillère, on tourne la cuillère, et on élève la cuillère sur la bouche. On se penche pas sur la soupe. À ce niveau-là, il était un peu ce qu'on appelle un adour, où il vous montrait comment vivre. Dans tout ça, voilà. Il nous apprenait comment on se coiffe. Il prenait la brosse, voilà. Vous humidifiez la brosse et vous brossez la barbe, les cheveux et tout. Il montrait tout. Bon, juste pour revenir pour ses élèves, en fait, il a eu des élèves très différents.
Il y a eu des docteurs, des cinéastes, des intellectuels, des philosophes, un peu de tout. Mais comment les premiers pas y venaient? Comment ils entendaient parler du Rav Tendler? Est-ce que dès le premier moment, le premier cours, ils étaient... Je ne sais pas comment ils arrivaient. Mais moi, par exemple, donc ce fameux cours du matin après la prière, Oui, donc j'allais avant que l'école ne commence, oui. et puis le directeur de l'école me laissait. Donc j'assistais au cours. Mais il y avait de tout là-bas. Il y avait des médecins, des cinéastes, des professeurs. Tout le monde prenait ce petit déjeuner, et on ouvrait la Guémara. Et moi, je ne comprenais rien. Trop dur. Bien sûr. La première Guémara, je me rappelle encore, c'était Baba Metzia, l'histoire de deux personnes qui se bagarrent parce qu'ils ont trouvé un talit, et lui dit c'est à moi, lui dit c'est à moi, j'ai acheté, ils se bagarrent, etc. Je comprenais rien. Mais je restais, c'était beau. C'était bien. Et il semble qu'entre eux, ils devaient dire au Rav, c'est dommage, parce qu'Eliaou ne comprend rien. Et un jour, je me rappelle encore, je me souviens encore, c'était une souga, la souga de Helach. Helach, où quelqu'un, quand il est modé Mixadatana, il dit mais non. Il reconnaissait tu me dois 5. Ce qu'on lui réclamait. Tu me dois 5. Non, je te dois 3, les voilà. S'il dit les voilà, hein, il n'est plus modé Mixadatana. Alors il ne va pas jurer, etc. Et je ne sais pas comment, j'ai fait une remarque. Incroyable. Et le Rav s'est tourné vers les autres et dit, vous voyez, je vous avais dit qu'il comprend. Donc j'ai compris de là qu'il y avait un débat entre eux, que eux disaient il comprend rien, et le Rav disait il comprend. Il y avait plusieurs niveaux, il n'y en avait qu'un. Bien sûr qu'il y avait des Talmidei Haramim là. Déjà. La force du Rav, des Talmidei Haramim et des illettrés. Et chacun avait pour son compte. Dans le même cours. Dans le même cours. Dans le même cours. Parce que chaque notion, il avait une manière profonde d'expliquer la notion, que même les plus grands intellectuels, les grands philosophes, mais sa grande macérette, je crois, c'était Shabbat. Il avait une manière d'expliquer les mélachot de Shabbat. J'ai entendu qu'il y avait des docteurs Temstedt aussi qui avaient peut-être apporté qui faisaient le contact. Bien sûr, bien sûr. Docteur Temstedt, Alava Shalom, c'est peut-être le premier Sfarad que le Rav a connu, et il aimait tout le temps nous raconter ça, Docteur Temstedt, qu'à un moment, le Rav a dit, alors maintenant je vais vous parler de Rashi. Rashi, c'était un grand commentateur qui habitait à Troyes, papa. Et alors, on va essayer d'apprendre, on va prendre, alors, Eli, voilà, essaye de déchiffrer ce que Rashi dit. Et Docteur Temstedt lit Rashi, comme ça, et il nous raconte tout le temps, plusieurs fois, que le Rav a dit « Ah, les Sfaradim savent lire Rashi !» Les Sfaradim savent lire Rashi. Incroyable, il a petit à petit découvert la culture sfarade, le niveau sfarade et tout. C'est extraordinaire. Et lui, il a porté d'autres personnes avec lui. Il a porté beaucoup d'intellectuels, les grands intellectuels de Paris venaient. Dites-moi, il rapportait aussi dans ses drachotes des enseignements de Rav Yerucham de Mir, de thèse, de Shiredat. Donc en fait, lui-même, il avait étudié dans ces yeshivot lituaniennes. Il avait étudié dans les grands yeshivot. Il a connu tous les grands rabbanim. Tu as parlé de Rabbi Yerucham. Le Rav m'a dit, j'ai eu l'honneur de faire la tahara de Rabbi Yerucham. J'ai dit, ah oui, Rav, comment ça se fait? Il m'a dit d'abord parce que tout le monde avait peur. Personne n'osait le toucher. Et en plus, les gens ne savaient pas. Et moi, mon père m'a appris comment on fait la tahara. C'est quelque chose qui était répertorié, ça, que qui a fait la tahara de Rabbi Yerucham? Donc le Rav Ottenberg, il était barour. Il a fait la tahara. Donc il a étudié à Mir, en fait. Bien sûr qu'il a étudié à Mir. Il a étudié à Mir, il a étudié à Thèse. Et il était très proche du Brisker Roux. Oui, d'ailleurs, quand je suis arrivé en Israël une fois, le dernier fils du Brisker Roux, j'ai oublié comment il s'appelle, Rav David, quoi, je sais pas, il est niftar maintenant. Meshlom David. Le dernier fils de Rav David qui est niftar, du Brisker Roux, il est niftar il y a... Rav Meshlom David. Au Corona, il est mort. Voilà. Alors, je me suis présenté, je dis voilà, je suis un élève de Rav Ottenberg. Il me dit, oh, Chaim Yaakov, c'était un Ben Baï chez nous.
Et être Ben Baïd chez le Briskerov, oh là là, il était très méfiant le Briskerov. Qui c'est qui pouvait rentrer chez lui? Personne ne pouvait rentrer chez lui. On parle de ça d'avant-guerre. Hein. Pas en guerre, il avait même les clés de la maison du Briskerov. Un Ben Baïd, il était Ben Baïd chez le Briskerov. Le Briskerov l'aimait beaucoup. D'ailleurs, le Briskerov a écrit à son sujet une lettre au rabbi de Satmar, le rabbi Yoel Satmar, pour lui demander, parce que quand le rabbi a fait le mikvé à Paris, il y avait des opposants sur la manière dont il a fait le mikvé par rapport à Bord, Tahat Bord. Des lois, Voilà, de donc loi. il avait besoin. Et alors, et quand il est allé en Amérique, le rabbi Rotenberg, il a rencontré le rabbi de Satmar, il a resté 2 heures avec le rabbi Lubavitch, 2 heures. Ils ont parlé ensemble, etc. Et pour avoir le soutien, que j'ai fait un mikvé, mais personne ne fréquente. Et là-bas, le Satmarouf l'a accueilli avec un grand sourire. Et ça, j'ai vu des Satmars qui m'ont raconté que ça faisait des années que le Satmarouf ne souriait plus. Et il a dit, jeune homme, j'ai dans mon tiroir une lettre élogieuse que le Briskerov m'a écrit et qui parle de vous. Et c'était un événement que le Satmarouf a souri avec le Rotenberg. Il était le petit chéri de tous les grands de la génération. Tous les grands. Voilà, bon, mais ça c'est de l'histoire. En fait, c'est rare de voir dans une même personnalité à la fois géant dans le psak halacha, géant dans la pensée, et à la fois aussi maître chassid qui savait... C'est ce que j'ai tenu à te dire. Il était grand partout. Dans la marchava, dans la communication, dans l'enseignement, Et dans la Vodat Hashem aussi. Dans la Vodat Hashem, dans le dikdouk de la halacha. Il n'y a rien de médiocre. Parce que des fois, tu peux avoir des grands rabbinim, mais ils ne savent pas enseigner. Ou des grands rabbinim, mais d'un autre côté, des fois, ils se mettent en colère. Des fois, on peut chez chacun trouver une faille. Chez le Rotenberg, il n'y avait pas de faille. Et il était grand dans chaque domaine. Vous avez parlé des psaki halacha, qui a fait des psaki d'halacha. Sûr. Déjà, pour sa cacheroute, une cacheroute de très très haut niveau, qui vaut celle du Badatz de Yerushalayim, et qui a contesté la cacheroute de Rotenberg. Donc il avait une connaissance chimique, physique, de tout. Comment cachériser les cuves de vin, il connaissait tout. Et puis, il disait tout le temps, il ne suffit pas de connaître les quatre parties du Shulchan Aruch. Il faut aussi la 5e partie. Le Da'at, l'intelligence et tout. Moi, j'ai des cas incroyables. Par exemple? Oh. Mais une fois, bon, c'est moi qui ouvrais la porte aux gens, etc. Alors, un jeune marié est venu, par exemple, et il a une question. Donc, j'écoute la question. C'est quoi la question? Sa femme a fait un examen interne et elle a jeté le tissu. Et maintenant, elle se rappelle qu'il y avait une tache marron. Alors je lui dis, mais je comprends, mais jeune homme, mais si vous n'avez pas le tissu, comment vous voulez que le Rav réponde? Je voulais le jeter. Il me dit, mais non, mon Rav, qu'est-ce que tu veux qu'il vous dise? Alors, voilà Rav, elle a dit qu'il y a une tache marron. Alors, le Rav dit, premièrement, qui nous dit que le marron est une tache interdite? Parce que c'est des grandes discussions. Parce que... Deuxièmement, cher monsieur, votre femme est nerveuse, elle est tendue. Oui, il a décrit sa femme. En voyant lui aussi c'était quelqu'un de nerveux d'eau. Alors le Rav lui dit, il n'y avait rien du tout. Après qu'elle a jeté, tout d'un coup elle s'est dit, mais j'ai vu du marron d'eau, c'est cachère. Je dis, mais Rav, comment vous pouvez permettre cachère sans avoir vu? C'est une force, ça. Il avait quoi des terrasses de permettre. Et il a compris qu'on a affaire ici à une femme très nerveuse qui, après avoir jeté... En fait, il faut être un peu psychologue pour être un psek halacha. Dites-moi, maintenant, il avait affaire avec des gens éloignés. Il savait aussi adapter son psak selon la situation du niveau où la personne se trouvait. Oh là là, ça, ce que tu dis, c'est pas mal. Ça aussi, c'est un cas qui m'a beaucoup... Un jeune homme, un jeune marié, semble-t-il et tout, est venu, il a présenté un tissu. Aussi, dans le même domaine. Voilà. Et... de pureté. Le Rav lui a dit, regardez, le Rav lui a dit, vous avez besoin d'une koula. D'une permission. Il lui a dit oui. Donc il semble que peut-être ce soir-là, cette femme devait aller au mikvé et tout. Il a dit oui, cachère.
il a vu qu'il a en face de lui quelqu'un que... Il lui a dit, vous avez besoin d'une couleur? Il a dit oui. Alors c'est caché. On est compte la grandeur. Une fois après Pessah, le goy qui a acheté le Tesod, alors tout le temps, le Hametz, voilà. Alors tout le temps il venait, le dernier jour de Pessah, il venait, le goy, tout de suite, le Rav venait tout de suite. On faisait la prière, et puis il y avait la grande cérémonie, on était tous là, et le goy revendait le cachet, le Hametz qu'il a acheté. Voilà, c'était bien, magnifique. Et une année, il n'est pas venu. Et tout le monde était là. Mais nos femmes attendent de déballer la vaisselle, de sortir d'ado. Ouais. Et on attend. Et il n'est pas là. N'importe qui aurait dit, bah écoutez, vous touchez à rien. Et le Rav a dit, tout est permis. Ouvrez, servez-vous. Parce que le goy est content qu'on se serve dans le Hametz. Et quand il viendra, et s'il demandera qu'on lui paye ce qu'on a consommé, on lui paiera. Vous comprenez comme c'est beau? Ouais. Et le goy n'est venu que le lendemain. Et le Rav lui a dit, voilà, vous voulez? Non. Le Rav lui a donné une certaine somme quand même, pour tout ce qui a été consommé. Mais c'était fort. Il y avait une panique dans la communauté. Comment? On attend ce moment. Le Rav a dit, le goy est content qu'on utilise. Comme ça, plein de psakim. En fait, ce qui est incroyable, c'est que le Rav était quand même très rigoureux dans son psak halacha, sans concession. Comment? Moi, je l'ai vu une fois Sans dans concession. un restaurant où il semble que le propriétaire du restaurant n'avait pas vendu son whisky avant Pessah. Le Rav a pris lui-même les bouteilles de whisky. Oh, lui-même renversé dans l'évier. Oh, Rav! J'avais de la peine pour tous ces bouteilles de whisky. Oh. Après, je dirais, mais il n'y avait pas une possibilité de... Je voulais lui montrer que la surveillance rabbinique, c'est une chose sérieuse. On joue pas avec ça. Et le Rav lui-même, il a renversé l'odeur. En fait, il y avait les deux facettes. D'un côté, très rigoureux, et d'un autre côté, il savait comment, quand il savait faire de personnes qui avaient besoin d'une coula, d'une permission, il savait leur proposer. Ou quand le tzibour va être angoissé, comment on va faire une sortie de Pessah et tout? Il savait, mais il disait pas n'importe quoi. Et il avait raison, il trouvait une raison. Que le goy est content qu'on utilise le Hametz. C'est extraordinaire. C'est un grand homme. Dites-moi, le Rav était un grand éducateur, vous avez mentionné. Et en fait, sa yeshiva était particulière, en fait, elle ne ressemblait pas du tout aux autres yeshivas. Il voulait que les élèves, par exemple, ils payent leur électricité, ils participent à l'ordre de la yeshiva. Des fois, ils cuisinaient aussi. C'est incroyable. Quel était le but? Il voulait les former, comme les rendre responsables? Le Rav avait constaté que les Bachurim critiquent la nourriture des yeshivot. Critiquent, c'est pas bon. Le Rav voulait pas ça, voulait pas perdre de temps. C'est nous qui cuisinons. À tour de rôle, c'est nous qui cuisinons. Et on était contents, c'est nous qui cuisinons. On mangeait ce qu'on cuisinait. Et alors, une fois, en plein cours, un élève a dit au Rav, en plein cours, il lui a dit, mais de quel droit vous innovez des choses qui ne se font pas dans les yeshivot? Il n'y a aucune yeshiva, c'est les élèves qui cuisinent. Le Rav lui a dit, j'ai demandé à Rav Shach et à Raï la Cité. J'ai exposé mon projet d'yeshiva. Ils m'ont dit, ici en Israël on ne peut pas le faire. Mais si toi en France tu peux le faire, fais-le. Sache que j'ai demandé ce projet d'yeshiva justement, de payer, de cuisiner, de faire ceci. Incroyable. Quelque chose de familial en fait, où chacun est responsable et participe. Ça, il voulait aussi que les élèves enseignent aussi. Et en fait, ce qu'il voulait, c'est un petit peu créer un noyau qui va après propager. Ah, mais le Rav a dit, vers la fin de sa vie, le Rav tournait dans les cours. Tournait, il assistait. Des petits cours qui se donnaient. Voilà. Donc le Shabbat après-midi, par exemple, on donnait des cours, chacun avait son petit groupe. Et moi, j'avais mon petit groupe d'une dizaine, Et un Shabbat d'été, c'était long, il faisait, et il assistait à mon cours. Je me souviens encore, attends, quel paracha c'était, l'amour de
des fils de Nadav et Avihu, la mort de Nadav et Avihu, voilà. Enfin, et après, il a terminé. Avant que nous allions à Mincha, Laura m'a pris par le bras, il m'a dit, Eliaou, sache que mes élèves seront les futurs mashpirim de la France. Ça, il a vu que ça avait atteint. Vous êtes les futurs mashpirim de la France. Ça y est, c'était lancé. Et on voit aujourd'hui, bon, Hachem. Même si c'est pas en France, en Israël ou quoi, mais... C'est pour le pays en francophone. France, voilà. Dites-moi, à la fin de sa vie, il était malade, le Rav. Ça a changé son Sederayom? Enfin, évidemment. Oui, donc c'était à la yeshiva même. Ça, je veux beaucoup insister parce que certains n'ont connu le Rav que sur les sihot qu'il donnait. Mais au début de la yeshiva, à cette époque-là, donc en 70 et tout, il donnait 2 cours de Gemara par jour pour le premier niveau et pour le deuxième niveau. À un moment, quand le deuxième niveau ont atteint le prêtre, il a réuni les 2 cours, c'était un cours de Gemara. Et il a introduit des nouvelles sur Tarot, Maseret Mikvaot, Maseret Zavim. Il enseignait du matin, depuis 9h, 9h15, jusqu'à 13h30. Donc il donnait, beaucoup n'ont pas connu cette période où le Rav donnait les cours de Gemara. Était investi. Et c'était un grand dans la Gemara. Un grand dans la Gemara. Je sais que beaucoup m'ont dit une fois, mais le Rav ne donnait que des sirotes. Mais pas du tout. Pas du tout. Pendant 20 ans, d'abord, il a donné des cours de Gemara. C'est quand il a commencé à être malade qu'il Quand il a commencé, et même quand il a commencé à être malade, je me rappelle encore, le jour où il est revenu de chez le docteur, qui lui a diagnostiqué qu'il avait la Parkinson, il a dit voilà, on m'a diagnostiqué une maladie qui s'appelle la Parkinson. N'ayez pas peur, je peux vivre avec cette maladie jusqu'à 120 ans. Mais je ne peux plus maintenant donner 2 cours, un de Gemara et un de Mikvaot. Choisissez, qu'est-ce que vous voulez? Alors on s'est concerté et on s'est dit, le cours de Gemara, quelqu'un d'autre peut le donner, mais le cours de Mikvaot, c'est tellement spécial. Donc on a gardé le cours de Mikvaot avec le Rav. Et voilà, petit à petit, la maladie est allée, mais il s'est battu contre la maladie. Extraordinaire. Il continue à contrôler tout. Tout. Et il restait digne, parce que la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui dégrade. Mais le Rav, il est resté royal et digne. Tout le temps jusqu'à la fin. Tout le temps jusqu'à la fin. Il a toujours tenu, par exemple, personne, à part les intimes, n'a jamais vu le Rav en chemise ou quoi, donc toujours. Dès qu'il y avait une visite, hop. Alors quand il pouvait plus lui-même mettre sa belle robe de chambre, il en avait tout usé. Alors c'est moi qui l'habillais. Mais jamais il a reçu des gens. Je me souviens une fois, la directrice de l'agence de la banque, alors c'est elle qui venait faire signer le Rav, etc. Le Rav n'allait jamais à la banque. Alors une fois elle est rentrée en plein cours. Elle nous a vus tous autour. Elle a dit, ah, monsieur le rabbin, je comprends maintenant pourquoi vous êtes si jeune. Vous n'êtes entouré que de jeunes. Il a dit, vous vous trompez, madame. C'est moi qui les rends jeunes. C'est moi qui les rends jeunes. Incroyable, il avait une jeunesse. Il était plus jeune que nous. Il jouait avec nous au ballon. C'est vrai? Oh, il y avait un qui avait une moto. Un jour, il a dit, je veux monter sur la moto. Mais non, il est monté sur la moto. Tout ça, il n'en avait rien à faire. Pour nous montrer, il est avec nous. Le contact. Une fois, on était en vacances, il y avait le Tour de France qui passait dans le village. De vélo. Vélo. Alors on a insisté, on dit, Rav, on veut le Tour de France, on veut y aller. On veut y aller. On faisait rien sans lui. Il a dit, d'accord, je viens avec vous. On s'est mis sur le bord de la route. Nous, on était debout et le Rav était assis sur sa chaise. On attend. Dès que ça y est, ils arrivent, dès qu'ils sont passés, le Rav, à ce moment-là, il a tourné sa chaise. Il a donné le dos. Il a donné le dos. Il nous a bien montré qu'il comprenait que nous, on a envie de voir ça, mais que ce n'est pas des choses qui doivent prendre une grande place dans notre vie. Il nous a accompagnés. Et voilà. Maintenant, quand ça arrive, si quelqu'un dit, mais j'ai vu le Rav Ottenberg lui-même, il a vu le Tour de France. Non. Le Rav Ottenberg, il nous a accompagnés, mais quand le Tour de France, quand les cyclistes sont passés, il a retourné sa chaise, il a donné le dos. Chaque chose qu'il faisait, c'était un enseignement.
par exemple, des choses que j'aurais regretté de ne pas t'avoir parlé, c'est la connaissance musicale du Rav. Il chantait très juste, il avait une connaissance musicale, il avait une oreille. Et surtout, il avait les versions authentiques. Tous les grands chants que tout le monde chante, Caribod, etc., tous les chants de Shabbat, etc., qui avec le temps étaient déformés à droite, à gauche, etc., lui, il a connu les auteurs de ça. Il connaissait la version juste des grandes mirodes de Shabbat, etc. Et il les chantait, il les enseignait. Alors, moi-même, j'en connais quelques-unes, etc., mais il y en a qui se rappellent. Voilà, ça aussi, c'est un domaine incroyable. Incroyable! Qui dit qu'un grand rave doit être aussi connaisseur en musique? Ouais, il était aussi doeg, il avait cette préoccupation du couple aussi. On m'avait raconté que, par exemple, il voulait que le dimanche après-midi, les hommes sortent, les avrechim sortent avec leurs femmes, parce que c'est Shabbat, on ne peut pas porter, donc souvent les femmes étaient bloquées. Exactement. Et donc il voulait que... Exactement. Alors racontez-nous un petit peu ça. Que les familles se retrouvent, sortent, que les Bachurim eux-mêmes, on était obligés tous les dimanches après-midi d'aller au bois de Vincennes, se promener pour jouer au foot. Obligé, malheur au Bachour qui dit non, j'ai pas besoin. Bon, vas-y là-bas. Et pareil, les couples aussi, ils tenaient aussi à que les femmes d'Avrechim soient toujours bien habillées, représentées. Et il était conscient que dans ce monde parisien, on était observés. Il voulait que nous soyons des gens épanouis. Des gens épanouis, des exemples de propreté, d'ordre, de distinction. Tu dois y pousser à aller au kollel, les Bachurim, à faire du plein temps Alors voilà, ce que tu dis, c'est très important. Bien sûr, il a formé un kollel, donc. Mais un jour, il m'a dit, Eliaou, je ne suis pas dupe. Dans le monde, parfois, des gens font kollel pour fuir à leurs obligations. Ça, c'était. Moi, je ne veux pas de kollelman qui font le kollel pour fuir à leurs obligations. Et ça, c'était un grand thème. Le grand thème de la vie du Rav, c'était assumer mes obligations. La hariout. La hariout. J'assume mes hariout. Je prends des hariout. C'est pour ça qu'il voulait que chaque avraire, dès qu'il pouvait, qu'il enseigne, qu'il ait des élèves, qu'il ait un groupe d'élèves, qu'il fasse quelque chose. La hariout. Rien n'était pire pour lui que quelqu'un qui fuit ses obligations. Il sentait si, par le manque d'argent, il y avait peut-être des fois des problèmes de friction dans le foyer. Alors ça aussi. Il était au courant de tout. Oui, tout. Il aidait, incroyable. Moi, une fois, j'avais des difficultés au début. C'était très très beau. Je lui ai emprunté, très belle histoire ça. Je lui ai emprunté une somme. Et en me prêtant cette somme, il m'a dit, voilà, si un jour tu me rends, rappelle-moi que j'ai pris l'argent de la boîte, parce qu'il avait une boîte rouge, une boîte verte. Si un jour tu me rends, rappelle-moi que j'ai pris l'argent de la boîte rouge. Donc déjà, en me disant si un jour tu me rends, il m'a ouvert que tu peux garder ça pour toi. C'est magnifique. Mais un jour, je lui ai rendu. Et je lui ai rendu... Ah oui. Et alors, pour renforcer la chose, il m'a dit, donne-moi un chèque de caution. C'était 10 000 francs, quoi, c'est loin. J'ai donné le chèque de caution. Voilà. Un jour, j'ai réussi à rentrer. Voilà, Rav, je vous rappelle que vous aviez pris l'argent de la boîte rouge et tout. J'ai rendu... Et j'ai dit, mais j'avais donné un chèque de caution. Oui, bien sûr. Non, il n'a pas trouvé le chèque de caution. Il me dit, je ne le trouve pas maintenant, rappelle-moi demain. Et moi, je me suis gêné. J'ai jamais rappelé au Rav le chèque de caution. Quand après 20 ans, le jour où il est mort, une des premières choses qui m'est venue en tête, son fils va trouver le chèque de caution, il va me demander l'argent. Et je vais lui expliquer que c'est un chèque de caution. Quelque temps plus tard, après les 7 jours, le fils du Rav, le Rav Mordechai, il est venu, il m'a dit, Eliaou, voilà, j'ai trouvé ce chèque. Il y a marqué derrière, rendez ce chèque à Eliaou Uzan. Un jour, le Rav, il avait trouvé ce chèque. Et j'étais pas là.
Il a écrit rendez ce chèque à Eliyahu Husson. Donc j'ai vu combien un grand sadique, Hachem fait qu'il n'y a aucune embûche qui sort de lui. Et moi j'avais dit au Ramadan, je me dis moi, s'il n'avait pas écrit ça, tu m'aurais réclamé l'argent. Il dit bah évidemment, je trouve un chèque chez mon père. Rendez ce chèque à Eliyahu Husson. Mais donc comme ça il prêtait de l'argent. Alors un jour, je lui ai dit, Rav, on dit que vous avez beaucoup d'argent. Il m'a dit, c'est vrai, j'ai beaucoup d'argent. Pour la yeshiva ou pour Oui, personnel? pas lui, pas personnel. Qu'il a ramassé. Il me dit, mais parce que je veux acheter l'école Moria. L'école Moria, j'étais élève. D'ailleurs, il m'a dit une fois, comme ça, en soirée, il m'a dit, Eliyahu, tu sais pourquoi tu étais à l'école Moria? C'est parce qu'un jour, on va acheter l'école Moria. Hachem, il t'a mis là-bas déjà pour être le déclencheur de ça. Comme ça, il m'a dit, tu sais pourquoi tu étais à l'école Moria? Parce qu'un jour. Alors qu'il m'a dit, c'est vrai que j'ai beaucoup d'argent. Mais le jour où on va acheter l'école Moria, je donnerai tout d'un coup. Il a eu des problèmes avec des parents d'élèves. Lui, il ramenait des gens donc qui venaient donc étudier chez lui. Peut-être des parents, ils n'étaient pas contents qu'ils se deviennent trop orthodoxes. Moi, quand on a ouvert l'école, donc je ne veux pas dire directeur, bon, c'est moi qui ai organisé. Alors la première chose que j'ai fait, j'ai organisé comité de parents d'élèves. Mais sans demander au Rav. Enfin, j'ai fait un comité de parents d'élèves. Voilà. Ah, de parents d'élèves, oui. Comité de parents d'élèves. Le Rav m'a hurlé dessus. Il me dit, bah, tu dissous ça. Je connais les parents d'élèves en France. Ils vont vouloir diriger l'école. Effectivement, le premier jour où il y a eu le comité de parents d'élèves, ils ont déjà écrit une lettre à tous les parents d'élèves. J'ai eu un mal fou à dissoudre le comité de parents d'élèves. Le Rav voulait pas entendre. Il y a eu des cas où les parents n'étaient pas contents que leurs enfants deviennent ce qu'on appelle haridi, de orthodoxes. Il y a eu des cas. Ils savaient comment trouver un arrangement avec eux. Alors, il y a eu des cas qui étaient assez violents. Ah oui, quand même. Assez violents, où un père est venu une fois, mécontent. Dire au Rav, très mécontent, il a insulté, il a dit je vais vous casser la tête comme on casse une noix. Et moi je me suis jeté sur cet homme-là pour le frapper, et le Rav m'a dit non, laisse-le, cher monsieur, calmez-vous, il va la lire, voilà. Ça s'arrangeait à la fin. Oui, le Rav savait. Mais il y a eu des cas où les gens étaient très mécontents, mais très rares. La plupart étaient très contents. Il y a eu des élèves qui ont aussi, ils se sont détachés du Rav, du Rouv. Ils disaient bon, c'est plus pour moi. Il y a eu ça aussi, mais personne ne s'est détaché du Rouv, la personnalité du Rouv. Il y en a qui, en fin de compte, Serrara est grand, peut-être quitter le chemin de la Torah, etc. Oui, il y en a. Voilà, mais personne n'a jamais dit ouais, le Rav. Ils ont tout le monde a eu un respect pour lui. C'était jeune, vieux, un être, ils ont un patriarche. Il y en a qui voulaient partir en Eretz Israël, connaître d'autres horizons. Alors ça, voilà, moi j'en étais. Ça, ils voulaient pas. Vous en faisiez partie. Ils voulaient pas. Pourquoi? Ils voulaient pas. D'abord, il disait que ici, chez lui, c'est mieux. Il protège mieux ses élèves. Et qu'en Eretz Israël, on est abandonné à soi-même. Voilà. Et puis, il voulait construire. Si maintenant les meilleurs élèves s'en vont, comment? Il voulait construire. Donc il avait besoin d'un noyau. Ah, il fallait un noyau fort. Et il voulait que ce noyau qu'il a formé reste et répande la Torah en France. Bien sûr, à ça, il a attrapé, moi. Il a attrapé. Non, tu pars pas. Ah ouais. Il avait une mission. D'ailleurs, un élève est parti sans lui demander. Et il a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de malheurs. Un jour, il est revenu, il a dit voilà, Rav, je viens vous demander. Pardon. Alors le Rav lui a dit je dois me travailler pour te pardonner. Reviens dans quelques jours. Il est revenu quelques jours après. Et le Rav lui a dit, c'était très dur pour moi. Je me suis travaillé et je te pardonne. Et c'est fort parce que la plupart des gens disent je te pardonne, ils ne pardonnent pas. Donc c'était réel.
Et je me suis travaillé. Le Rav, il s'est travaillé pendant 3-4 jours. Il s'est travaillé. Ouf, je te pardonne. C'est incroyable, ça. Le Rav, chaque mot avait sa valeur. Et il disait pas je te pardonne, mais qu'au fond de lui, il pardonne pas. Bon, on a parlé beaucoup du Rouv, mais un Rav n'est grand qu'aussi parce qu'il a une dame à ses côtés. Vous pouvez nous dire 2 mots sur la Rebbetzin qui l'épaulait dans son travail? Ah oui, vraiment. Ça, on peut dire que la Rebbetzin, c'était... Est-ce qu'on peut dire... Il n'aurait rien fait sans la Rebbetzin, mais la Rebbetzin, c'était vraiment une reine. D'abord, elle-même était une reine. Elle a sa porte ouverte, l'accueil qu'elle avait, la générosité. La générosité. D'abord, elle cuisinait très très bien. Elle faisait des gâteaux, des plats et tout. Elle donnait aux élèves. Elle était très 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 distinguée, la Rebbetzin. Et c'est elle qui a... Voilà. Elle a aidé le Rav quand ils arrivaient quelque part ensemble, le Rav, la Rebbetzin, côte à côte et tout, c'était quelque chose. Ah oui. C'est quelque chose. Elle était présente. Très présente. Très présente. Et une fois encore, je me souviens, parce que le Motzei Shabbat, c'est un grand moment. On dansait après l'Avdala, on montait tous faire l'Avdala. Les jeunes, même les mariés, on montait faire l'Avdala, on s'en dépassait, tu sais, pour ensuite faire la maison. Et après, on dansait autour de la table. Mavdil ben Kodesh, on dansait. Et une fois, il y avait particulièrement beaucoup de monde dans la salle à manger, et la Rebbetzin était de côté, dans l'autre pièce, et à un moment, j'ai surpris un regard du Rouv. Ils se sont regardés et ils se sont souris. Souris avec un grand sourire en disant tu vois, c'était très très beau. J'ai eu la chance d'attraper ce regard complice et ce sourire. Cette harmonie. C'est magnifique. Il y a aussi un autre domaine dont je voulais te parler, c'est les brachot du Rav. Le Rav, c'est un grand sadique. Avec tout ce qu'on a parlé, mais c'est un grand sadique. Le Rav, il a sauvé des gens, il a ressuscité des gens. Expliquez-nous. Combien d'histoires de Par gens. exemple. Il y a encore quelqu'un qui un jour, sa mère est tombée, il n'y avait plus de tension. Il n'y avait plus de tension, c'est fini. Et les médecins ont dit, c'est fini, il n'y a plus de tension. Et il a eu la grandeur de courir vers le Rav. On était tous réunis. Il y avait, ma mère n'a plus de tension. Il a fait une bracha de tout. Hop là, elle est revenue à la vie. Combien d'histoires. Une petite fille qui aujourd'hui, bon, chez ma mariée, tout ça et tout. Pareil, à l'hôpital et tout, elle avait quelque chose. Les médecins ont dit, c'est fini. Et le père a eu la grandeur de courir chez le Rav. Mais c'était un moment où le Rav était faible. Et moi, j'avais instruction, parce que je mangeais le midi avec le Rav. Et j'avais instruction, d'ailleurs en parlant d'humour, bon, j'avais instruction de ne laisser rentrer personne. Les médecins m'ont dit, il faut que le Rav mange. C'est pas possible ça. Donc quand quelqu'un tapait à la porte, j'ai dit non, maintenant il y a une petite demi-heure, le Rav mange, et ce monsieur m'a dit, ma fille, elle est là, à mourir. Je dis, je peux pas. Et alors, il va être reçu. Je suis rentré chez le Rav, et le Rav continue à manger comme ça, il savait, parce que les médecins lui avaient dit, voilà. Bon, j'ai tellement insisté, alors je me souviens encore, le Rav, il a poussé l'assiette comme ça. Il a poussé son assiette, il s'est levé, il a quitté la cuisine, il est rentré dans ça, fais-le rentrer. Et donc le Rav, il a donné la bracha, on a vu une heure précise, et après il est retourné à l'hôpital, à la seconde même où il a 14 heures, je sais pas quoi là, tac, les médecins lui ont dit, à ce moment-là, le cœur est reparti. Mais je me souviens encore tout le temps que le Rav, il a poussé son assiette. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après cette scène-là, la santé du Rav s'est encore plus dégradée. Et j'ai vu qu'en fait, quand un tzaddik, il donne la bracha, il donne de lui. Il donne de lui. Donc le Rav, il a sauvé cette fille, mais il a donné de lui. Et des fois, encore quelqu'un d'autre est rentré, le Rav, il était en pleine crise de... il se tenait le ventre. Il avait mal, le Parkinson, je ne sais pas pourquoi il faisait mal. Il avait mal. Et on est rentré que sa femme est en train d'accoucher, mais ça se passe très mal. Il dit, il faut que le Rav... J'ai dit, dans un état, je ne peux pas, madame. Aujourd'hui,
Alors j'ai dit, comment s'appelle ta femme? Un tel. Alors j'ai dit, Rav, il y a un tel, sa femme est en train de coucher, ça se passe très très mal. Elle s'appelle un tel, comme ça, que le Rav dise que le voit chez le mort. Alors il a entendu, il m'a dit, Amen. Il n'était pas en état de faire lui-même, mais donc moi j'ai dit, il m'a dit, Amen. Et vous rachetez l'accouchement. Ça s'est bien passé. Combien d'histoires. Même moi-même, un des accouchements de ma femme, 13 heures d'accouchement, ça se passait très très mal, tout ça et tout. Hein. Et alors, moi j'ai appelé, j'étais à l'hôpital, j'ai appelé chez les élèves, dites au Rav. Et ils ont dit, ah voilà, il y a Eliaou, il est à l'hôpital, et ça se passe mal, etc., etc. Voilà. Alors le Rav, il a dit, les Hilou et Nishmat. Il a dit le nom de ma femme, les Hilou et Nishmat. Ils ont dit, non, pas les Hilou et Nishmat. Le voix, c'est le mort. Oui. Les Nishmat, c'est pour quelqu'un qui est mort. Oui. Alors après, le Rav a dit, c'était un Hilou et Nishmat. Ça veut dire, en fait, ma femme était très en danger. En danger de mort. Après, ça s'est fait. Oui, en parlant de ça, d'ailleurs, une fois, c'est une histoire, un épisode célèbre, ça, un jeudi soir, le Rav, il nous a retenus. Parce qu'à la fin de sa vie, le Rav, il se promenait avec un Messilat Tchéchani. Tout le temps. Et alors, un jeudi soir, il est monté au Beth Midrash à 10h. Le Seder, il se termine à 10h du soir. À 10h, personne ne part. Restez assis. Et il nous fait un chiour de Messilat Tchéchanim. C'est quoi cette histoire? Nos femmes nous attendent. Il n'y a pas ni portable ni rien, les points et dos. Et il nous tient, je ne sais pas jusqu'à quelle heure il est tenu, peut-être jusqu'à minuit. Ouais. On était. Ouais. Alors après, les femmes ont appelé, des scandales, et badadi, là. Donc le lendemain, j'ai dit, Rav, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, il y avait une grande sakana qui planait sur Paris. La sakana est passée. On croyait qu'il avait perdu la notion du temps. Il y avait une grande sakana sur Paris. Un grand danger. Il y avait un grand danger sur Paris. Sur la communauté juive. La communauté juive. Peut-être qu'il y avait un grand attentat qui était là. Il nous a retenus. Donc le Rav, il avait roi Hagodesh chez certains. C'est un grand sadique. Il a prié, il a sauvé des gens. Ah, Tu vois, plus pour la rabbine, elle s'occupait aussi des jeunes femmes. Il y avait des contacts. Oui, comment? Elle venait lui demander conseil. Ah là là, quelles sont les femmes qui ne se rappellent pas de la rabbine? Et elle donnait ce sentiment qu'elle est l'amie de chacune. Qu'elle est l'amie. Elle est conseillée aussi. Elle conseillait, elle parlait dans le Shalom Bayit. Hein. Combien de femmes venaient chez elle en pantalon? J'ai encore rencontré une dame dernièrement qui est une commerçante, je connais. Elle m'a dit, ah vraiment moi, je venais en pantalon chez leur médecin, elle m'a jamais rien dit, elle me dit, vous êtes mon ami. Mon ami. Ah oui, mais elle avait incroyable. Elle ne jugeait personne, elle accueillait tout le monde et tout. Tu vois, le Rav Rothenberg, il a eu beaucoup d'élèves, Baruch Hashem. Son patrimoine, vous voulez me dire deux petits mots sur son patrimoine, qu'est-ce qu'il a laissé un petit peu à tout ce judaïsme francophone que vous propagez tous? C'est quoi les points forts? Aujourd'hui, Baruch Hashem, chacun de ses élèves est soit Dayan dans une communauté, soit Rosh Yeshiva là-bas, juge, soit Rav ici, soit grand enseignant. Et les centaines d'élèves, fils d'élèves, à la maison chez eux, continuent à propager le rythme de vie du Rav. Chez moi à la maison, on chante toutes les airs du Rav. Le Shabbat se passe comme c'était chez le Rav Rothenberg. Le Pessar se passe comme chez lui. Donc il y a beaucoup de gens comme ça qui disent voilà, le Roux il faisait comme ça, le Roux il faisait comme ça, le Roux il faisait comme ça. Vous rapportez aussi ses enseignements? Bien sûr, on ramène ses enseignements. Alors ça, c'est une des grandes douleurs. Le Rav Rothenberg actuel, le Rav Mordechai, oui. Il m'a dit on est fautif parce que peu importe d'écrire un livre sur la vie du Rav, mais on devrait écrire un livre sur les enseignements du Rav. Il m'a dit il faudrait qu'on fasse quelque chose comme ça, que chacun des élèves choisisse une dizaine de passages spéciaux qu'il a marqués, et qu'on fasse quelque chose de ça. Et voilà, c'est un projet, voilà, en Torah Box,
si un jour on réussit à faire ça, donc le Rav Rothenberg lui-même, c'est lui qui doit prendre ce projet en main, et contacter un tel et un tel et un tel, écris-moi une dizaine d'articles sur des choses que tu as retenues du Rav. Bien sûr. Moi, je parlerai, par exemple, la première chose, je dirais, quand c'est marqué dans la Torah que Hachem a dit « Naase Adam », faisons l'homme. À qui Hachem a dit? À qui il a parlé? Faisons l'homme. Certains disent il a parlé au Midrashim, mais sans introduire les Midrashim. Le texte. Il faut toujours expliquer le texte. Après, tu introduis les Midrashim, mais le texte. C'est quoi ce pluriel? Et le Rav disait, quand quelqu'un est enthousiasme, il parle au pluriel. Hachem était enthousiasme à l'idée de créer l'homme. Après qu'il a tout créé, et maintenant, retroussons les manches et faisons l'homme. C'est merveilleux. Et là, c'était toute la théorie du Rav. C'est un peu toute sa personne. Tout ça là. Cette expression, retroussons les manches et mettons-nous au travail, c'était le Rav Rothenberg. Dans les grandes difficultés et tout, après, des fois, il a eu des moments de faiblesse en quelque sorte, mais il se reprenait, retroussons les manches et mettons-nous au travail. Pareil, Hachem a dit, faisons l'homme. Extraordinaire, voilà. Léo. Et Charco Gadol. Hachem te bénisse, c'est que le mérite du Rav Rothenberg nous protège. Amen, amen. Et jusqu'à présent, on va sur sa tombe, on prie chaque année. Même moi qui suis en Eretz Israël, j'ai réussi une ou deux fois, grâce au voyage que Torah Box me permet de faire. Alors une fois Torah Box m'a envoyé à Bruxelles, j'ai profité. J'ai pris la voiture de Bruxelles jusqu'à Anvers, je suis allé me recueillir sur la tombe de Rav Rothenberg. Ça reste maintenant, c'est un lieu de pèlerinage, et pendant toute l'année, chaque fois que des gens, ou la communauté a des difficultés, ou des gens au niveau personnel, on va prier chez Rav Rothenberg. Il reste encore un lieu de pèlerinage et une personnalité que l'on invoque encore. Chazak. Voilà. Ce que je voudrais à la suite de cette interview, c'est que les gens qui ne l'ont pas connu disent « Ah, dommage, on aurait voulu le connaître. » Voilà. Voilà, si quelqu'un dit « Ah, dommage », et quelqu'un dit ah, « Il a eu de la chance, il a connu. » Ah, voilà, c'est ça que je voudrais. Sinon, j'aurais peur de l'avoir trahi, de dire comment j'ai osé tenter de percer la personnalité d'un tel homme. Zakoro. Bracha ve'atzlacha. Amen.